Bonjour tout le monde, donc Chiab Nasr, je suis ingénieur support client et en même temps formateur. Donc on s'est vu hier pour la pré-classe, on avait formation sur l'administration et là on continue sur une nouveauté qui a commencé depuis la V14 et dans les améliorations, on a continué à rajouter des améliorations, forcément en V15. Donc on va découvrir ensemble comment ça fonctionne les mirroring. Mais avant ça, vous savez que dans KD, il y a déjà le backup intégré qui permet les sauvegardes, restitutions. Donc, avant de vous expliquer le fonctionnement du mirroring depuis la V14 puis en V15, donc il est important de dire tout de suite, avant de commencer, que le mirroring, il n'est pas pour tout le monde et pas pour toutes les configurations. C'est-à-dire c'est pour les applications qui fonctionnent non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et généralement, dans la plupart des cas, le backup intégré de KD suffit. Donc c'est pour ça que je vais commencer par rappeler déjà qu'est-ce que le backup intégré dans 4D vous offre déjà comme sécurité de vos applications avant de parler de mirroring pour bien savoir situer les deux situations. Le backup. Pourquoi on a besoin du backup? D'abord, dans le hardware, les machines, donc, ils peuvent tomber en panne sans prévenir. On peut avoir une coupure de courant, l'erreur est humaine. Donc on peut avoir des suppressions des enregistrements par inadvertance, par erreur ou pas. Donc les réglementations, il y a des réglementations qui imposent d'avoir des backups réguliers. Et il y a même des réglementations qui imposent donc, un temps d'inactivité minimum. Donc un temps d'inactivité en cas d'incident, donc minimum, donc on ne peut pas dépasser 5 minutes d'inactivité par exemple. Et ce temps-là d'inactivité de 5 minutes, on ne peut l'assurer que grâce au mirroring. Maximum, pardon, excusez-moi. Que faut-il faire? Là, je parle du backup en général. D'abord, il faut programmer des sauvegardes et il faut pouvoir les restituer. C'est très important parce qu'on voit chez le client, donc beaucoup, donc, parmi vous, heureusement, ils ont des stratégies de sauvegarde en place, mais ils ne se disposent pas d'une stratégie de restitution. C'est une stratégie de restitution qui permet de vérifier et d'être sûr que nos sauvegardes ne sont pas corrompues. Quand on a une sauvegarde, on a une stratégie de sauvegarde, il faut que ça soit accompagné, suivi par une stratégie de restitution qui permet de vérifier aléatoirement et d'une façon aussi régulière et aléatoire en même temps. Donc, parfois, on vérifie les sauvegardes lundi, puis le jeudi, sur tel disque, sur telle bande. Donc, il faut donc mettre en place une stratégie de restitution qui dépend de votre stratégie de sauvegarde et de vos outils. Pour avoir un backup fiable, utiliser de façon fiable le backup dans 4D, il faut utiliser les options par défaut dans 4D, que je vais vous montrer tout de suite après. Ne pas chercher à réparer, malheureusement, ne pas chercher à réparer en cas d'incident, de problèmes sur les données, parce qu'on va expliquer pourquoi. Réparer, ce n'est pas du tout une stratégie de sauvegarde fiable. Donc on peut avoir des pertes de données. Il y a deux raisons pour restituer et ne pas réparer. La première, une raison technique. Parce que les données réparées, ils peuvent être incomplètes si le crash a eu lieu alors qu'il y avait des données dans le cache de 4D. Il y a des données qui n'ont pas été flushées, il y avait un crash, vous restituez ou vous réparez le fichier de données, il y a des données manquantes. Et quand elles sont manquantes, c'est une fois pour toutes. C'est fini. Ils étaient dans le cache, dans une mémoire volatile, ils sont partis. Et aussi, quand on répare un fichier de données, la réparation via le CSM d'un fichier de données, ça crée un nouveau fichier de données. Donc, ça rompt le lien avec la chaîne de sauvegarde
que ce soit les sauvegardes de fichiers d'historique ou les sauvegardes intégrales, quand vous faites une réparation, il n'y a plus la continuité entre les sauvegardes. Une raison philosophique qui est, il est plus sage d'utiliser un système, le système du backup intégré dans 4D qui marche très bien et qui a fait ses preuves, au lieu de risquer avec une réparation, et encore pire, si on tente une récupération par marqueur. Ouais. C'est quel philosophe? Ah, ça, c'était Thomas More. C'est Thomas More qui me l'a sorti. Backup et restitution au miroir, que choisir? D'abord, je vais parler de backup restitution pour faire le choix, comme je le dans le titre en haut, backup restitution ou miroir. Lequel? Backup restitution, il est recommandé pour les applications qui ne fonctionnent pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire on peut se permettre en temps d'inactivité une coupure de la prod. Si on peut se permettre, vous avez donc la possibilité de faire, oui. Donc, mais on va voir que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pour les miroirs, c'est les configurations importantes. Pour les configurations importantes de 100 utilisateurs au plus, et pour les bases de données à forte charge d'exploitation, donc c'est des applications non-stop. Et aussi, je peux rajouter que c'est pour les applications qui sont de gros fichiers de données, 40 Go, 50 Go, 70 Go, on va voir que la solution la plus fiable et la plus adaptée, ce serait le mirroring. Pour le backup restitution, vous devez définir deux stratégies. Une stratégie de sauvegarde, c'est définir la périodicité, les emplacements, ainsi de suite. Et via le programmateur de sauvegarde, vous savez, dans la propriété de la base backup, c'est ça en fait. Vous définissez votre stratégie selon vos besoins. Via le programmateur de sauvegarde, vous définissez votre stratégie de sauvegarde. Cette stratégie de sauvegarde, il faut qu'elle soit suivie par une stratégie de restitution qui dépend de votre stratégie de sauvegarde et vos outils. Il faut vérifier vos sauvegardes. Il faut être sûr à 100%, et ce n'est même pas à 99%, que vos sauvegardes ne sont pas corrompues. Il ne faut pas attendre le jour où vous avez un problème, que vous allez vous rendre compte qu'il faut réparer aussi les sauvegardes. Surtout une histoire de snapshot, les gens qui copient à chaud les données, problème réseau, problème de disque. Donc ça, la stratégie de restitution permet vraiment d'être sûr à 100% qu'on a vraiment une sauvegarde fiable. Donc, pour le backup restitution, on préconise minimum de disques. C'est ce qu'on a disait hier, en contenu aujourd'hui, c'est donc le mot magique, c'est SSD pour les fichiers de données et les fichiers d'historique. Pourquoi? Parce que la vitesse d'écriture-lecture est capitale. Et un disque dur pour les sauvegardes intégrales, un disque dur magnétique ou standard, parce qu'après tout, la vitesse ici, elle n'est pas importante, elle n'est pas capitale en tout cas. Ici, comme je disais, dans la vie pratique, dans la vraie vie, dans le programmateur de sauvegarde, quand même, comme on a des disques SSD, il faut en profiter, sauvegarder sur le SSD votre sauvegarde intégrale et les déplacer après, surtout quand vous avez de gros données et que la restitution, la sauvegarde peut durer 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Mettez-la sur SSD, vous allez voir que vous allez descendre à 1 minute. Je l'ai déjà vu, un client qui passe de 20 minutes, d'une quinzaine de minutes, il passe à 2 minutes de sauvegarde. Oui. Oui, on préconise un disque pour les données, un disque pour le fichier historique. 3 disques. Mais là, j'ai dit minimum. Donc, minimum. Donc, le mieux, non. La solution parfaite, c'est idéal, c'est un disque pour les données. Le fichier historique, que ce ne soit pas sur le même disque que les données, c'est très important. Si on perd les données, on ne perd pas l'historique. Sur le backup, pas question de vitesse après. Si c'est un disque magnétique, l'écriture sur le fichier historique, ça sera ralenti. Ça sera plus rapide, c'est un SSD. Parce que ça crie tout le temps dans le fichier historique. Bon, que ce soit le mirroring ou le backup ou la solution de backup intégrée, chaque solution elle a ses avantages. Moi, je ne dirais pas des inconvénients, mais des contraintes. On va dire des
on va citer les avantages de backup. Le paramétrage, il est simple via le programmateur de sauvegarde. Et l'installation, elle est simple et rapide. Donc, on peut vite fait programmer, ça ne prend pas des plans, pour programmer un backup. Et l'avantage aussi, le retour rapide automatique en fonctionnement normal, grâce aux options par défaut de 4D, que je vais vous présenter juste après. Ces deux options-là, il faut les utiliser. Il faut les cocher par défaut. La première, c'est restituer la dernière sauvegarde, c'est la base endommagée. Si ça crache, la base 4D serveur, il se rend compte que la base est endommagée, il va restituer la dernière sauvegarde et intégrer les derniers fichiers historiques si la base est complète. Si les données dans le cache n'ont pas été flushées, donc ces données-là, ils sont dans le fichier historique, mais ils ne sont pas dans le fichier de données. Donc 4D serveur, il restitue la dernière sauvegarde, il intègre les derniers fichiers historiques. Il faut les cocher parce que généralement, les problèmes arrivent quand vous n'êtes pas là et quand vous êtes en vacances. Et ces deux cases à cocher, ils peuvent vous sauver. Ils vous sauver la vie. Il suffit quelqu'un qui s'en occupe et il relance le serveur et ça le fait tout seul. Si vous décochez une de ces options-là, vous n'avez plus l'avantage de recouvrement automatique de 4D. Il faut une intervention manuelle. Et c'est là où on se trompe. Quand on fait une intervention manuelle, en cas d'incident, problème, les clients les attendent, c'est le bon moment de se tromper. Se tromper de fichiers historiques, de fichiers de données, on ne sait plus lesquels. Et quand vous n'êtes pas là avec quelqu'un qui va en place, vous êtes en téléphone, il ne sait pas ce que c'est. Quelle extension je dois prendre, c'est la galère. Cochez les deux cases à cocher, franchement, ça vous facilite la vie. Pas de licence, donc il y en a qui n'utilisent pas le backup alors que c'est gratuit, enfin c'est intégré en tout cas. Donc il n'y a rien à payer. Les contraintes de backup, un ralentissement pendant le backup, bon, vous le savez tous, donc quand un backup est quand un backup en cours, ça ralentit les utilisateurs. Accès aux données en lecture seule, quand le backup est en cours, il y a quand même accès aux fichiers de données, mais en lecture seule. Donc il faut des disques durs supplémentaires. Bah, voilà. Là, on va parler de miroir. Donc j'ai parlé de la solution intégrée de 4D. Vous avez vu à peu près sommairement ce qu'elle vous offre déjà. Pour le mirroring, c'est quoi le principe? Miroir, ça consiste à avoir un serveur en prod. Pour la restitution, le plus long pour la restitution, c'est quand la génération des index. Non, ça dépend. Si vous avez stocké vos index aussi avec la sauvegarde. Ah, si vous voulez, je vous propose de laisser questions-réponses à la fin. On a 5 minutes ou 7 minutes. Je serai dans les temps. Serveur de prod. Et en face, un serveur du miroir. C'est sur une autre machine. Hein. Ce n'est pas la même machine. Sur une autre machine, un serveur du miroir. Ça, c'est le principe. Mise à jour périodique du serveur miroir depuis le serveur production. C'est-à-dire l'envoi de fichiers historiques. Le serveur de prod, il fonctionne avec un fichier historique courant. Régulièrement, dans un timer, en fait, dans un minuteur, on découpe, on crée des segments de fichiers historiques. On ferme le fichier historique courant, on crée un segment, on l'envoie au fichier miroir et on continue de travailler sur un nouveau fichier historique qui vient d'être initialisé à 0K. C'est ça le principe. En cas d'incident, le serveur miroir reprend très rapidement l'exploitation sans perdre des données. Je vais vous montrer des schémas pour que ce soit plus clair. Le miroir, c'est pour les solutions pour la configuration importante, encore une fois. Donc, il ne faut pas s'embêter avec ça si vous n'avez donc pas des contraintes de temps d'inactivité, vous n'avez pas une grosse application, vous n'avez pas plus de 3 gigas. Ne vous embêtez pas avec cette solution-là parce que vous allez voir pourquoi dans les contraintes. Il faut minimum 2 administrateurs parce que, après tout, le mirroring, c'est de l'administration système, c'est de la maintenance des systèmes. En cas d'incident, c'est quand même une manipulation, une intervention, un minimum d'intervention manuelle pour aller déplacer le fichier historique courant sur le machine miroir et l'intégrer et relancer, puis switcher les utilisateurs sur le deuxième serveur. Il y a un minimum d'administration. Un seul administrateur, ça ne suffit pas. S'il est en vacances, il faut un administrateur soit présent en cas d'incident. C'est pour ça que je dis pour les grosses configurations, vraiment les grosses entreprises, 100 utilisateurs ou plus, de gros data, et qu'ils ont des administrateurs dans la société, à ce moment on les forme, ils doivent être bien formés, avoir une documentation, une feuille de route bien claire, bien écrite, procédure bien écrite,
et ça devrait aller. Mais sans administrateur, ce n'est pas le développeur ou la secrétaire qui va le faire. La reprise de l'activité suite à un incident. Hein. Les avantages du miroir. À tout moment, sur le serveur miroir, on a une copie complète et saine des données. À tout moment. On s'affranchit. Scène, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas ça. Sur scène. Miroir sur scène. Miroir sur scène, ouais. Désolé. S'affranchir du temps de restitution, que je dis, comme dit le collègue. Donc, on n'a pas de restitution à faire parce qu'à tout moment, on a un fichier de données ouvert avec un KD serveur miroir. Ce n'est pas une sauvegarde, ce n'est pas des données compressées. C'est ouvert et accessible par le KD utilisateur. Et en plus, elle est propre, il n'y a personne qui travaille dessus, il n'y a pas ni des suppressions, il n'y a pas d'action sur les données. Donc, en plus, il n'y a pas des actions directes sur le miroir. Ça respecte les exigences de temps d'inactivité 5 minutes, par exemple. Les contraintes. La première chose, il y a un développement supplémentaire. Donc, ce n'est pas des cases à cocher. Mettre en place mirroring, quand même, il faut développer un minimum. Un minimum, ce n'est pas non plus des mois de développement. Il y a quand même un développement. Qui dit développement, dit maintenance aussi. Un coût plus important, hardware, il y a des machines en plus. Il y a de l'administration, il y a de l'administration système. Et la compétence complémentaire, je parlais des administrations système et réseau, donc il faut des compétences complémentaires, il faut des machines, il faut du matériel. La contrainte aussi, jusqu'à présent, j'espère que ça s'améliore pour KD dans le futur, parce qu'il reste quand même une restitution manuelle. C'est-à-dire qu'en cas d'incident, on doit aller chercher manuellement le fichier historique qui est resté sur la prod, qui n'a pas été intégré pour l'intégrer. Et surtout, switcher le KD utilisateur. On n'a pas encore reconnexion automatique des KD distants. Et ça, c'est pour ça que je dis restitution manuelle. Il y a quand même une intervention. Pas restitution, mais je dirais intervention. Il reste une intervention manuelle quand même. Mais un minimum. Moi, je dis ça, on peut le faire en moins de 5 minutes. Rentrons dans le vif sujet, le miroir. Il y a des améliorations qui étaient faites depuis la V14, et ça continue en V15, c'est intégrer un fichier historique dans notre fichier de données. Donc, sur le serveur miroir, on a une copie de le fichier de données, et on est capable d'intégrer, ce n'était pas le cas avant, sur le serveur miroir, la base de données, sur le serveur miroir, il intègre un morceau ou un segment de fichier historique qui vient d'un autre fichier de données. C'est un autre, mais c'est la même structure. Hein. Grâce à la nouvelle commande, intégrer fichier historique miroir, qui, elle, ne fonctionne que dans le contexte de mirroring. Vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs, que dans le contexte de mirroring. En plus, elle a un effet uniquement sur un serveur. Elle ne fait rien sur un mono. Plus besoin de sauvegarder la base principale. Quand on est en miroir, on a un serveur miroir, le serveur principal, on ne doit plus le sauvegarder. Il y a juste la sauvegarde intégrale au début quand on installe, mais après, il n'y a plus de sauvegarde intégrale qui ralentit les utilisateurs, qui dure très longtemps. Donc, on ne sauvegarde pas la base principale parce qu'on a une copie en parallèle. La solution de mirroring, c'est vital pour des données de plus de 20 gigas, je dirais même plus, mais minimum 20 gigas, 30 gigas. On a des clients ici, j'avais 70 gigas. 70 gigas, je peux vous dire que le mirroring, c'est la solution qu'ils ont, ils n'ont pas d'autres. Ouais. Backup, restitution, copie de la sauvegarde sur le réseau pour aller remplacer, pour la ramener sur la machine prod. Et quand vous avez une contrainte réglementaire de temps d'inactivité de 5 minutes, 5 à 10 minutes, c'est impossible. Encore, donc, des améliorations. On peut désormais, à partir de la V15, si j'ose dire, avoir des miroirs chaînés, c'est-à-dire quoi? Un serveur principal, il envoie son fichier historique miroir 1, les miroirs 2, elle peut elle-même envoie son fichier historique miroir 2, miroir 3, ça s'appelle des miroirs chaînés ou miroirs en série. Et on peut avoir des miroirs en étoile. Vous pouvez avoir de la redondance. Vous pouvez avoir 2 serveurs miroirs, ou 3, ou 4. Dans le même réseau ou à l'extérieur du réseau. Donc l'amélioration importante qui était faite, c'est l'introduction des clés primaires. Le système mirroring il est devenu possible dans KD depuis l'existence des clés primaires. Les clés primaires
permet d'identifier un enregistrement de façon sûre, quel que soit sûr, unique dans l'univers. C'est-à-dire un enregistrement, on peut le savoir, il s'agit bien du même enregistrement dans ce fichier de données-là que dans l'autre, que dans le troisième, quatrième. Donc on a une façon sûre d'identifier le même enregistrement. Et c'est grâce à ça qu'il y avait une refonte complète de fichiers historiques pour utiliser les clés primaires. Et maintenant, donc, on peut faire du mirroring de façon sûre. Aussi, une amélioration, les transactions sont stockées une fois elles sont validées. C'est dans une transaction, on modifie son enregistrement, puis il pourra faire un annulé à la fin. Avant c'était écrit donc, séquentiellement, et après, il y avait un cancel dans le fichier historique. Maintenant, 4D, en fait, il n'écrit les transactions dans le fichier historique qu'une fois ils sont validés. Sinon, le fichier historique n'est pas touché. L'objectif ultime du mirroring, c'est un redémarrage rapide et sans perte de données en cas d'incident sur le serveur de prod. Comment ça fonctionne? Le serveur de prod transmet régulièrement les évolutions de la base de prod au serveur miroir via le fichier historique. Il y a quoi dans le fichier historique? Dans le fichier historique, on retrouve toutes les opérations sur les tables qui sont journalisées. Par défaut, toutes les tables sont journalisées dans 4D. On retrouve les ouvertures, fermetures des fichiers de données. Ça, c'est le contenu du fichier historique, je parle. L'ouverture et fermeture des process, ou plus précisément dans le fichier historique, c'est écrit contexte. L'ajout des enregistrements, les modifications, les suppressions, et la création et fermeture des transactions. C'est tout. Il n'y a que ces 6 actions. Par défaut, toutes les tables sont journalisées. Et une base ne peut avoir qu'un seul fichier historique courant. Ça, ce n'est pas anodin. Toutes les tables sont journalisées. Donc, vous pouvez enlever des tables qui ne soient pas journalisées. Et c'est le cas pratique, ça, pour les tables temporaires, dans lesquelles vous faites des imports massifs, pour après être supprimés. Juste, je sais, dans le milieu médical, ils importent des bases, des données de sécurité sociale pour mettre à jour les prix des actes, les prix des consultations. Et puis, cette base qui a 300 000 enregistrements, une fois il a fait le calcul, il a rempli ses tables métiers, il la supprime. Avant, c'était la création de 300 000 et suppression dans le fichier historique. Si vous allez dans la propriété de cette table-là, temporaire, vos 2 cochers inclure dans le fichier journal, et elle ne sera plus inclue dans le fichier journal, et ça permet de gagner de la place et gagner en temps de traitement. Donc, j'ai dit la solution de mirroring nécessite un code spécifique. Un code spécifique, c'est-à-dire, on a un serveur de prod et serveur miroir. Il faut tester au démarrage. On a besoin de savoir, quand on met en place un serveur de prod, on le copie sur le serveur du miroir. Dans la base, vous devez avoir un peu de code. Ce code-là, il doit, dans un premier temps, tester si ce serveur-là, il est prod ou miroir. Vous avez besoin de savoir, dans votre code que vous allez écrire, la première chose auquel il faut penser, c'est vous devez avoir un moyen d'identifier ce serveur-là, il est lancé en mode miroir ou bien en mode prod. Il faut un minuteur sur la prod pour l'exécution de la commande nouveau fichier historique. Cette commande qui ferme le fichier historique courant, crée un segment avec une nomenclature bien précisée et documentée. Ce segment-là, vous pouvez l'envoyer autant de serveurs que vous voulez. Et 4D, avec cette commande, il ferme le fichier historique, il crée un segment, il crée un nouveau fichier historique courant à 0K et continue à travailler. Il faut un système de transfert de segments de fichiers de données, ce segment qui est créé, qui est sur disque, il faut le transporter sur la machine miroir. Là, vous utilisez le protocole que vous voulez. Dans la base de démos que je vais vous montrer tout à l'heure, j'utilise qui est disponible sur la clé USB, j'utilise le web service. FTP, web service, partage réseau, peu importe. Sur le serveur miroir, il faut un process. Dans le cas de la démo que je vais montrer, c'est un service web qui récupère le segment de données envoyé et l'intègre dans le fichier de données grâce à la commande intégrer fichier historique miroir. Ne pas sauvegarder automatiquement ou manuellement la base de prod. Une fois le mirroring en place, il ne faut jamais faire une sauvegarde intégrale sur la base de prod parce que ça casse complètement les mirroring. Il n'y a plus de synchronisation, c'est fini. Il faut mettre en place une procédure il faut réinstaller dès le début. Donc les données ne sont plus synchro. Donc le fichier historique, ça ne correspond plus. On peut sauvegarder,
vous avez une base miroir, on peut la sauvegarder. On peut programmer sauvegarde intégrale sur le miroir. En cas du miroir en série, vous avez par exemple un serveur de prod et 2 serveurs miroirs. Le serveur prod, on n'a pas le droit de faire des sauvegardes intégrales dessus. Et si le serveur miroir lui-même, c'est un serveur intermédiaire qui doit envoyer son fichier historique à un troisième serveur, lui-même, il ne doit pas faire des sauvegardes intégrales. Donc, la sauvegarde intégrale, elle est permise sur le dernier de la chaîne de transmission de fichiers historiques. Il faut une gestion d'erreur, je vous le conseille. Très fortement. Gestion d'erreur sur la prod quand on génère le fichier d'historique. Gestion d'erreur quand on génère le segment. Gestion d'erreur à l'envoi, réception. Gestion d'erreur à la réception. Gestion d'erreur à l'intégration s'il y a un problème. Parce qu'il y a des... Ça nous est déjà arrivé, un client a installé mirroring, il a fait le mirroring. Et son problème, c'est que de temps en temps, lui, un responsable, il se connecte sur le serveur miroir. Il dit, pour repartir la charge, je vais travailler un petit peu sur le serveur miroir, il n'y a personne dessus. Par contre, il verrouille des fiches. Il verrouille des fiches et pendant l'intégration, il y a une erreur retournée. Et heureusement, on a une gestion d'erreur en place. Je lui ai montré quelle table, quel truc, à quelle heure, que ça, il y avait un enregistrement et quelle table. Il a dit non, il n'y a personne qui travaille. Non, il y avait des gens qui verrouillent les fiches. Ils utilisent le web en fait, mais ils pensent que le web aussi verrouille des fiches. Donc, serveur miroir, il n'est pas là pour travailler dessus. Il est bon à savoir. Là, je parle toujours quand vous allez mettre en place votre code. Ne vous embêtez pas à verrouiller. Vous savez, quand la base, quand il y a intégration de fichiers historiques de la base miroir, KDE gère automatiquement le verrouillage. C'est-à-dire s'il y a une sauvegarde intégrale de la base miroir qui devrait se déclencher, KDE va l'arrêter et attendre que l'intégration soit finie. Et l'inverse aussi. Il ne lance pas une intégration quand il y a une sauvegarde intégrale en cours. C'est-à-dire ne vous embêtez pas de savoir, il faut que je teste avec un sémaphore. Si intégration ne fait pas de sauvegarde, si une sauvegarde ne fait pas d'intégration, KDE il verrouille, comme il verrouille les enregistrements. Aussi, lorsqu'une sauvegarde est en cours, il n'est pas possible de démarrer une intégration d'historique. Scénario. Il y a plusieurs scénarios à montrer, donc chacun son cas particulier. Hein, vous allez voir, chacun, on ne va pas parler de tous les cas. Mais là, je vais vous présenter 3 cas, 3 scénarios. Et un quatrième, le premier, juste pour montrer un scénario d'exploitation, comment ça se passe. Et après, 3 cas pratiques. Les scénarios d'exploitation, on a un serveur en prod. C'est 2 machines différentes. Hein. Là, j'ai une machine d'exploitation et une machine miroir, et éventuellement une 3e machine. Donc, le serveur de prod, avec la commande nouveau fichier historique, il crée des segments de fichiers historiques. Après, c'est à vous d'utiliser un protocole pour transporter ce segment sur la machine miroir. Et après, intégrer ce segment avec intégrer fichier historique miroir. Tout en mettant en place une gestion d'erreur, je vous conseille. Pour savoir où on en est, c'est très bien. Là, on parle de données, il ne faut pas se louper. Éventuellement, le serveur miroir, il peut avoir son propre fichier historique. Il peut lui-même exécuter la commande nouveau fichier historique et l'envoyer à un 3e serveur miroir. Serveur miroir de miroir. Ça, c'est le scénario d'exploitation. Simplifié, c'est ça en fait. Il n'y a pas plus que ça. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Vraiment. Même dans la base de démo, j'applique ce scénario-là, je l'ai implémenté. Une base toute simple et quelques méthodes. Là où ça se corse, maintenant, le plus important, c'est ça, comme je disais au début, une stratégie de sauvegarde ne sert à rien s'il n'y a pas de stratégie de restitution. C'est beau de sauvegarder, mais c'est encore plus beau de restituer. Si on met en place un serveur miroir qui marche très bien, notre code il est génial, et maintenant, en cas de problème, on fait quoi? Ça, il faut mettre en place une stratégie de restitution miroir, il faut l'écrire. Il faut l'écrire, détailler 1, 2, 3 avec copie d'écran. Parce que les administrateurs, là, s'il y a un passage qui leur semble flou, ils n'acceptent pas la procédure. Il faut que ce soit bien écrit. Là, je vais parler d'un cas où on a 2 serveurs avec un petit fichier de données. On va dire moins de 15 gigas. Même, allez, la majorité des cas, vous avez entre 4, 5, 6 gigas de data. En tout cas, la plupart de nos clients. Pour des petits data, vous allez voir que 2 serveurs peuvent suffire. Pour un petit fichier de données, ça peut suffire. Regardez, on a un serveur principal
et on installe le serveur miroir en face. Quand on a un incident sur le serveur principal, qu'est-ce qu'on fait? Je parle d'un petit fichier de données. Je déplace tous les fichiers de la base miroir sur la machine, via le réseau, sur les machines de prod. Quand il y a 2 Go, 3 Go, généralement, ce n'est pas un problème. Et puis, j'intègre le fichier historique courant, c'est-à-dire, je déplace toutes les données, puisque s'il y avait un problème, il y avait le fichier historique courant, c'est le dernier qui n'a pas été envoyé. Ça a craché, il y a quelques données dans le fichier historique courant qui n'ont pas été envoyées, il faut les intégrer. C'est pour ça que je dis qu'il faut un disque dur pour le fichier historique différent du fichier de données. C'est un problème sur la machine principale. Et si tu as tes fichiers historiques là-dessus, ben, c'est mort. Ouais. Donc il faut un disque dur différent du disque dur des données. Intégration de fichiers historiques courants de la prod, qui doit être quelque part dans notre disque SSD qui n'est pas le disque de données. Et on remet en place le serveur principal. Et les gens ils commencent à travailler, mais avant de travailler, réinstaller aussi le serveur mémoire, le mettre en place aussi, et ça repart. Ça, c'est en 10 minutes, ça peut être fait. Pour des petits data. Des petits data. On va voir pour gros data ce qui se passe. Là, 10 minutes. En 10 minutes, vous pouvez remettre tout en place en 10 minutes. Les gens ils travaillent. Et ça, dans la plupart des cas de nos clients, ça suffit comme scénario. Maintenant, on va se mettre dans le cas où il y a 2 serveurs. Et j'insiste, faites attention à ce que je dis, 2 serveurs. Parce que dans le scénario prochain, je vais montrer qu'il faut 3e serveur. Il y a 2 serveurs. Si on a 2 serveurs, il y a de gros données, 70 Go. Mais vous travaillez uniquement avec un seul serveur miroir. Qu'est-ce qui se passe en cas de problème? Je parle de restitution là. Serveur principal, on met en place un serveur miroir. OK. En cas de problème sur le serveur principal, on copie le fichier d'historique courant dans le dossier de réception habituel du miroir. On ne déplace pas le fichier de données, que le fichier historique. Que le fichier historique courant, qui doit être dans le disque dur différent de fichier de données, etc. On le ramène sur le miroir et on l'intègre. Et le serveur miroir, il prend le rôle de serveur principal. Et les gens travaillent sur le serveur miroir. Je fais l'hypothèse qu'on a la même configuration de machine. Hein. Ce n'est pas un VMware, petit VMware qui est à la con, qui ne sert à rien, qui ne peut pas supporter 2 utilisateurs. Donc, si vous voulez vraiment une solution sérieuse, il faut une machine sérieuse pour le miroir. Hein. Parce qu'à un moment donné, les gens ils vont travailler ici. Hein. Ils vont continuer à travailler. Vous devez avoir une configuration similaire. Par sécurité, puisque vous n'avez pas 3e miroir, créez un fichier historique courant. Par sécurité, je parle de 2 serveurs. Quand vous avez 2 serveurs, vous avez un petit problème. Là, à ce niveau-là, vous devez avoir créé un fichier historique courant, au moins que les gens ils travaillent avec fichier historique. Il n'y a pas de miroir, il y a un 3e miroir, mais minimum, un fichier historique courant. Ben, il y a des réglementations, il y a des contraintes, il y a des clients qui ont des contraintes. Même cette situation-là, elle n'est pas acceptée par les clients. Il y a chez certains clients que leur client, il est inadmissible pour lui de travailler ne serait-ce 5 minutes sans miroir. Dans des domaines assez sécuritaires. Pendant que les gens ils travaillent sur le serveur miroir, qui est devenu ce serveur principal, vous êtes en train d'analyser, réparer les machines. Si ça ne se relance pas, vous devez donc préparer une nouvelle machine, une nouvelle config, faites ce que vous avez à faire. Les gens ils travaillent pendant ce temps-là. Et puis une fois la machine elle est prête, vous remplacez tous les fichiers de la base de données sur remplacement là, ça nécessite donc arrêter l'activité. On arrête l'activité là. Et on déplace sur le réseau. On parle de 70 Go, ça prend du temps. Et on remet en place le serveur principal et le serveur miroir. Et celui-là, ça peut prendre en 1 heure, 1 heure et demie. Et je parle bien de 2 serveurs avec 70 Go. Ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, ça peut être inadmissible. Ça peut être dans votre contrat, ça ne vous remplissez pas les conditions. Dans ce cas-là, c'est une solution de 3 serveurs. 3 serveurs avec gros fichiers de données, une grosse configuration, avec au moins un administrateur derrière. On a un serveur principal qui envoie l'historique à serveur B, et le serveur B, il envoie son historique serveur miroir 2. Là, on a 2 serveurs miroirs en place.
la configuration la plus complète et la plus sûre, mais un peu plus chère. Le serveur principal, donc il a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Le serveur miroir 1, il devient un serveur principal, j'ai expliqué tout à l'heure. Il devient un serveur principal, et là, les utilisateurs, ils travaillent. On reconnecte sur le serveur B, c'est censé être la même machine, même configuration, les gens, ils travaillent. Bon, la coopération, il n'y a pas beaucoup de coupures, hein. C'est juste switcher les utilisateurs, et le serveur C, il était miroir 2, il devient miroir 1. Donc là, on travaille. En cas d'incident, on a toujours un miroir. On remplit les conditions. En cas de problème, on a un serveur prod, un serveur miroir. Pendant ce temps-là, sans arrêter la prod, on peut copier le fichier vers le serveur C. Personne ne nous interdit d'arrêter le miroir à 5 minutes pour copier le fichier de données. Ça, tu peux l'arrêter, même plus. C'est-à-dire les gens, ils travaillent. Pendant les gens, ils travaillent, même le serveur miroir, il n'est pas disponible pendant 5-10 minutes, ou un quart d'heure, ou 20 minutes. Les fichiers, les données, le segment de données qui va arriver après, il contient toutes les opérations. Il n'y a rien qui est perdu. Donc, on peut copier les fichiers de serveur C vers principal sans arrêter la prod. On répare les données, la machine. Une fois tout est réparé, le serveur A est en place et prêt. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a les gens qui travaillent sur le serveur B. On a un miroir 1. Tout va bien. Mais le serveur A est prêt, il est réparé. On peut imaginer, je suppose que le serveur A et B, ils ont la même configuration. Et je suppose, pour avoir une contrainte, que le serveur C, c'est une VMware. C'est un petit VMware qui gère juste l'historique et l'intègre, mais on ne travaille pas dessus. Donc on a intérêt à rester travailler soit sur le B, soit le C. Parce que si on reste comme ça, en cas d'incident, on va basculer sur le C et ça risque de ne pas supporter la charge. C'est une VMware. Je suppose qu'il y a une petite VMware de rien du tout. Peu importe, on a deux solutions dans ce cas-là. La solution 1, les utilisateurs ils continuent à travailler normalement sur le B, on n'arrête pas la prod, mais on met en place depuis le C, le serveur miroir de A, il devient miroir 1, on bascule sans arrêter la prod. Serveur B, il a envoyé son historique à C, non, on va dans les paramétrages du miroir, que vous avez bien codé, vous avez votre code paramétrable et tout, les adresses IP du serveur miroir, il est paramétrable, vous pouvez changer dans votre interface. Et hop, les segments ils sont envoyés vers A, et le A devient miroir 1, et votre serveur B devient prod, principal, et le miroir A envoie vers le C. Il n'y a pas de coupure d'activité du tout, 0 minute. Mais ça nécessite un troisième serveur. La solution 2, dire non, en fait, j'arrête le serveur B, j'arrête les clients, juste pour les basculer vers le serveur A, parce qu'il est prêt. Et le serveur A, donc il continue, on retrouve la configuration initiale, on renvoie l'historique vers le serveur B miroir, et ainsi de suite. Et ça, parce que vous avez arrêté la prod quand même, il ne serait-ce que 5 minutes pour les basculer vers le A, et là, ça prend 5 minutes. On parle ici de 3 serveurs avec gros données. Et nécessité de ces scénarios que j'ai montrés pour savoir le mirroring, pour récapituler, pour les grosses configs, gros fichiers de données, utilisation non-stop. Si vous voulez, avec gros data, la solution, l'idéal, c'est 3 serveurs. Juste une petite base, 2 minutes que vous avez trouvé sur le clé USB. J'ai tout lancé, je me suis préparé. Ça, c'est une base à gauche, c'est un serveur prod. Et à droite, c'est un serveur de miroir. Je vais créer des données dans le serveur prod, je vais importer, donc puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste importer, je ne vais pas m'amuser à créer. Je prépare un petit fichier, hop. En plus, je crée dans la base client. Vous avez regardé bien là, ici, donc on n'a pas de données, j'ai tout supprimé. 2 serveurs, c'est la même base de données, c'est 2 copies. C'est une copie de la base prod. J'importe ces fiches-là, hop. On a 63. Vous devez avoir un minuteur sur ce que je vais faire là manuellement, il doit être fait automatiquement par des procédures stockées. Donc j'envoie, clic droit, j'exécute. Cette méthode-là crée un nouveau fichier historique. Elle ferme le fichier historique, elle envoie le segment par web service au serveur miroir. Je fais un dialogue juste pour vous montrer pour les démos. Dans la vraie vie, il n'y a pas de dialogue. Ça, juste pour vous montrer les étapes. Connexion, je teste la connexion, elle est OK.
Réception d'historique, regardez le même nom, la taille, j'intègre. Gestion d'erreur, j'écris dans le log, j'ai un log là, j'écris tout ce qui se passe, et en cas d'erreur, j'informe l'administrateur par mail, ainsi de suite. Et hop, c'est fini, il répond à la fin du web service que tout va bien, il était intégré. Et j'ai un système d'archivage à la fin. Le segment d'historique, je ne le supprime pas tout de suite. Pour regarder, donc j'archive dans deux de ces archives, et je purge ce dossier archive comme le paramétrage de backup. Là, je l'ai fait via une interface. Je vais faire juste un petit test vite fait, parce qu'on n'a plus le temps là. J'enlève le web service, il est là quand vous allez ouvrir la base. Hein. Il est là, hein, c'est la seule méthode Public Web Service, celle qui fait tout, la réception. J'enlève ça pour enlever l'interface, parce que dans les vraies vies, il n'y a pas d'interface. Je vais faire un test tout simple, je vais supprimer. Hein. On voit très bien qu'on a les mêmes données. Ils sont là, je ne vous ai pas montré, donc je vais tout montrer. Voilà, ils sont là, hein, de tous côtés. Ben, je supprime. Voilà, je crée un seul. Voilà, et je l'envoie. J'exécute la méthode sans interface. Voilà, tout va bien. Vous avez cette base-là sur la clé. Vous prenez le scénario, il est simple. Ce n'est pas une usine à gaz. Hein. Les méthodes que vous voyez, c'est le compiler. C'est plus de méthodes utilitaires pour le développement que les vraies méthodes qui gèrent le mirroring. Franchement, entre 3 et 4 méthodes. Ils ne font pas des kilomètres, une quinzaine de lignes. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions. Il y a des questions ? Quand tu dis que tu switches les utilisateurs, comment ça se passe au niveau des adresses IP, tout ça? Moi, le cas pratique que j'ai vu, c'est une règle de NAT. Et avant, donc, le serveur, par exemple, il est vers une adresse IP 1. Dans la règle de NAT, l'adresse IP 1, elle pointe vers cette machine. Ben, tu exécutes une règle de NAT sur le routeur et ça route vers l'autre. D'accord. Les utilisateurs, en fait, ils relancent le KD distant et le KD distant, il est routé. Il se route vers l'autre machine. Pardon. Au niveau des commandes de 4D, ça ne fonctionne qu'avec 4D serveur. C'est un petit peu dommage, parce que, notamment dans les cas de serveurs web, on peut très bien le faire à partir d'un 4D client. D'un 4D, je veux dire, monoposte. Monoposte. Non, la solution de mirroring, elle est implémentée que pour 4D serveurs pour l'ensemble. Oui, c'est dommage. Que pour 4D serveurs. Ils sont là, les ingénieurs. Juste un deuxième point. Ça, c'est pas un choix, c'est pas moi, en fait. Ah oui, non, mais c'est un choix commercial. J'accuse personne. Le deuxième point, c'est le côté très peu confidentiel des sauvegardes que je regrette dans 4D. Elles sont pas, elles peuvent être ouvertes par n'importe qui. Quoi. Les sauvegardes. La 4BK. Oui. Vous pouvez l'ouvrir à partir de 4D. Quand vous l'ouvrez, vous retrouvez votre fichier de données qui est censé être sécurisé par mot de passe. Ouais, mot de passe, mais enfin, un lecteur, éditeur, ça vous donne déjà beaucoup de renseignements. Quand on restitue, on trouve le fichier de données qui est censé être sécurisé par les mots de passe 4D. Mais ce qui serait encore mieux, ce serait que ce soit sécurisé à l'ouverture. Et je vous écoute. Après, déjà, le backup, il est sur votre serveur. Votre serveur, il est sécurisé, j'espère, il est protégé. Donc, vous pouvez également... si vous voulez protéger par mot de passe le backup, vous pouvez toujours le zipper et le mettre avec un mot de passe éventuellement. Mais votre serveur, lui, le backup, il se trouve sur une machine protégée déjà. Bah, j'espère qu'il est sécurisé, le serveur. Il est sécurisé, il est sur votre serveur, il n'est pas n'importe où. Normalement, personne n'y a accès à ce serveur sauf l'administrateur. Oui, donc, l'idée, ça aurait été justement de pouvoir copier dans le cloud d'une manière générale une sauvegarde sans être obligé de la zipper avec un... Oui, bon, mais vous avez une solution. Que ça fasse du premier coup, mais c'est comme ça que je fais. Oui, d'accord. Oui.
Bonjour. J'ai des applications essentiellement web qui tournent sur 4D serveurs. Je fais du miroir depuis des années que j'ai dû développer moi-même parce que 4D ne me permettait pas à l'époque. Donc avec ça, je vais peut-être revoir mes développements. On sait, quand on a beaucoup d'utilisateurs sur une base, aujourd'hui je parle de 300 à 400 personnes connectées sur le web qui font travailler la base depuis des mois. Oui. Elle a géré, la base 4D a géré son propre cache et puis elle est au top niveau parce que le cache est à jour. Quand on bascule sur le miroir, lui il a dormi la plupart du temps. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cache? Est-ce qu'il y a un moyen de le garder un peu actif du côté miroir pour qu'au moment de la bascule, le cas d'un crash, les utilisateurs ne se retrouvent pas coincés pendant 15 minutes parce que 4D est en train de... Oula, d'un coup, il y a 300 personnes qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le serveur miroir, c'est un serveur sur lequel il ne doit pas y avoir des activités. Donc, le cache, effectivement, il n'y a pas grand-chose dans le cache parce qu'il y a l'intégration de l'historique qui se fait directement dans le fichier de données. Mais rien n'empêche que vous imaginez une procédure qui permet, dans le jargon, on dit chauffer le cache. Une procédure qui chauffe le cache, remplit le cache par les données les plus utiles. Vous pouvez avoir une méthode que vous le lancez en procédure stockée. Quand vous allez basculer sur le miroir, dans votre procédure de restitution, vous dites, quand c'est tout en place, lancez telle méthode-là, puis connectez les clients. On peut imaginer d'avoir une méthode utilitaire qui chauffe le cache. Là, je vois que le temps est fini. Dans une procédure stockée, en séquentiel, hein, par contre. Ils sont disponibles pour les requêtes web également. Oui, oui, c'est le même cache pour le web ou pour les données. Ouais. Il faut juste les charger en mémoire, donc d'une manière ou d'une autre, qui font une recherche séquentielle pour toutes les charges. Il y a d'autres questions? Ok, je vous remercie.